Radio Rivage présente Au fil du lien, une émission animée par Daniel. Chers auditeurs, bonjour, bienvenue sur Radio Rivage pour mon émission Escapade d'artistes. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Sandrine Billy, auteure et éditrice, passionnée par l'époque médiévale et ses remèdes ancestraux. Elle est diplômée de la faculté libre de médecine et d'ethnomédecine. Vous voyez, je trébuche sur les mots. Bonjour Sandrine Billy, merci d'avoir accepté mon invitation. Mais je vous en prie, bonjour Daniel et bonjour à tous. Merci de me recevoir dans votre émission. Merci pour nos auditeurs. Alors vous êtes autrice de la saga en 7 tomes, La Dame de Sauve. Vous êtes passionnée par l'époque médiévale et puis vous avez eu le bonheur et puis aussi la chance de créer votre propre maison d'édition. Parlez-nous de vous, Sandrine Billy. Alors, effectivement, j'ai écrit le cycle de La Dame de la Sauve. C'est une série en 7 tomes qui se passe au fin 11e, 12e siècle. Pas très loin de chez moi, je suis dans la région bordelaise, sur un petit village qui s'appelle La Sauve Majeure, où il y a une magnifique abbaye. Et cette magnifique abbaye a été construite en 1079 et elle est contemporaine sur une histoire de plus de 1000 ans et notamment témoin de la première croisade. En sachant cela, je n'avais qu'une envie, c'était effectivement d'écrire sur cette abbaye et découvrir un petit peu ce qui avait pu se passer sur cette entre-deux-mers médiévale où nombre de chevaliers sont partis à Jérusalem en laissant leurs biens en tenure. Donc effectivement, je suis passionnée par l'histoire médiévale de l'Aquitaine, mais pas toute l'histoire médiévale. Vous savez, le Moyen-Âge, c'est 1000 ans d'histoire, on l'oublie toujours. Donc, c'est essentiellement fin 11e, 12e, début 13e. Voilà, en sachant que ça me fait aujourd'hui très plaisir d'être sur Radio Rivage. Merci. L'histoire de l'Aquitaine est intrinsèquement liée à l'histoire de la Bretagne par Aliénor d'Aquitaine. Son fils, Geoffrey, qui était marié à Constance de Bretagne, voilà, et ils sont à l'origine de ce que l'on appelle la matière de Bretagne, à savoir la légende du roi Arthur, qui reprend tous les codes chevaleresques de l'époque, l'amour courtois, enfin bon, voilà. Donc, alors, excusez-moi Sandrine, pour cette saga, vous avez reçu un prix, le prix d'Aquitaine du Lyon Club et le prix Saint-Estèphe. Voilà, tout à fait. Alors, Saint-Estèphe, je ne présente pas le village, dans la mesure où le vin est mondialement connu. C'est un très joli prix. Et donc, la Dame de la Sauve, a été couronnée de ces 2 prix, le prix d'Aquitaine du Lyon Club et le prix de Saint-Estèphe. C'était en 2012 ou 2013, je crois. Alors, vous nous dites que vous êtes passionné donc par l'époque médiévale, mais je vois que vous avez 2 livres de 2021 et 2022. Oui. 2021, Hôtel des 2 vallées, qui aborde la Seconde Guerre mondiale, l'histoire des passeurs dans les Pyrénées, et le livre de 2022, L'héritage de Violette Pickerton, qui se situe juste avant la Première Guerre mondiale. Donc en fait, vous avez une curiosité pour l'histoire, mais aussi pour différentes époques, pas seulement médiévales. Alors, mon fil conducteur reste tout de même l'histoire médiévale. Mais il m'arrive de faire des bonds dans l'histoire parce que des grands bonds. C'est au hasard des grands bonds, des très très grands bonds de plusieurs siècles. C'est au hasard des rencontres en fait. Quand je rencontre une personne, quelle qu'elle soit, mais qui me raconte une histoire de vie, à ce moment-là, j'ai envie d'écrire un roman. C'est ce qui s'est passé pour l'Hôtel des 2 vallées, puisque j'ai rencontré le dernier passeur des Pyrénées. Monsieur avait 96 ans. Et m'a raconté comment, en 42, quand la France, la zone occupée et la zone libre n'ont plus existé, il a fait passer ce que l'on a appelé les évadés de France, donc des Français, qui passaient par les Pyrénées pour rejoindre l'Espagne et le Maroc s'ils y arrivaient. Voilà, et donc ils avaient besoin de passeurs pour les aider à franchir les Pyrénées. Et ça m'a rappelé ce qui se passe aujourd'hui bien tristement, bien sordidement, et révélé des épisodes de l'histoire qu'on a parfois un peu tendance à oublier. Ça a donné l'Hôtel des 2 vallées. Et puis, il y a eu ensuite l'héritage de Violette Pinkerton. Donc là, on est sur les premières institutrices. Parce que ma voisine est une institutrice qui a exercé dans les années
fin 50, début 60, et qui m'a expliqué les conditions d'enseignement. Mais comme elle me disait, en 50, ça n'avait pas beaucoup changé depuis le début. Donc, je me suis penchée un petit peu sur ces façons d'enseigner, les accueils dans les villages assez cloche-merle, les conflits qu'il pouvait y avoir entre l'Église, les nouvelles institutrices, je dis bien institutrices parce qu'il y avait une loi bien avant la loi de la séparation de l'Église et de l'État qui stipulait que les villages de plus de 500 habitants devaient avoir une école de filles. Ça, c'était la loi. Mais entre la loi et la pratique, il se passe parfois bien des années. Et donc, je me suis vraiment intéressée à ça pour savoir comment, petit à petit, les filles ont pu avoir droit à l'enseignement. Voilà. Et quelles étaient les conditions dans lesquelles les enfants allaient à l'école. Donc, j'ai appris qu'ils devaient amener leur bûche, par exemple. Alors, vous partez d'histoires réelles, c'est-à-dire de rencontres de personnes, notamment l'institutrice et puis là le passeur. Et donc, vous écrivez sur leur histoire à la fois pour témoigner et puis aussi faire des liens avec les différentes époques, notamment notre époque actuelle. Oui, tout à fait. Alors en fait, j'écris le roman dit historique, ça peut rebuter, mais pas du tout. L'histoire, c'est quelque chose qui vraiment, il faut l'entendre et l'écouter. Elle se répète tout le temps. Il faut que le socle historique, lorsqu'on écrit un roman historique, soit très fiable. Vraiment. Et ensuite, là, on peut bâtir un roman. L'idéal, c'est de s'inspirer de témoignages. Moi, c'est ce que je fais très souvent quand je peux y avoir accès. Mais sinon, ce sont les textes, quand c'est l'époque médiévale. De façon à ne pas induire le lecteur en erreur. Être le plus près possible d'une vérité. Oui, vous avez l'exigence, en fait, du fait historique, de la réalité historique pour être crédible. Et en même temps, vous aimez les histoires, la narration, bien sûr, mais je veux dire peut-être sous un angle romanesque. Qu'en pensez-vous ? Alors oui, parce que le roman permet d'ouvrir la lecture à un plus grand nombre. Souvent, quand on dit roman historique, on me l'a souvent renvoyé parce que je suis en salon du livre ou en signature, ou c'est pas pour moi. Pourquoi ? Parce que l'histoire peut rebuter. On a parfois l'impression de devoir lire une thèse, avec tout le respect que j'ai pour les thèses. C'est pas du tout ça. Mais pour le commun, un petit peu peut-être moins aguerri à l'histoire, le fait d'avoir un roman qui révèle la partie de l'histoire, c'est beaucoup plus, accessible, peut-être ludique. Et ça permet de faire passer les messages. Alors, quand je parlais de l'aspect... je vous entends moins bien. Vous m'entendez ? Oui, là c'est mieux. Là, merci Sandrine de bien rester près du micro. Je bouge pas du tout. Oui, quand je parlais bien sûr de l'aspect romanesque, je voulais dire aussi sous son angle, vous voyez, sentimental, c'est-à-dire vous aimez la rencontre des personnes, donc de leurs sentiments, de leur vécu et de leur histoire familiale et personnelle. J'aime beaucoup les histoires et les sagas familiales, mais vous savez, les gens, quand vous les rencontrez, c'est un vivier de sentiments, de réactions. Il suffit de savoir parfois observer. Les réunions de famille, pour ça, c'est un régal, c'est délicieux. On voit les regards, on entend les phrases, on voit comment ça se passe, tout simplement. Et après, il suffit de le transposer dans l'écriture. Où que l'on aille, la nature humaine, elle est la même. Toujours. Alors, pour écrire, vous nous dites, en fait, il faut savoir écouter. Il faut savoir écouter, il faut savoir aimer, écrire aussi, parce que parfois si on n'aime pas écrire, c'est pas la peine non plus. Il faut savoir aimer écrire, il faut savoir aimer écouter les autres, et puis surtout, il faut savoir observer. Je me régale lors des voyages en train d'observer les autres. L'autre c'est extraordinaire d'observer les gens. On ne s'ennuie jamais. Alors, vous faites l'éloge finalement des rencontres, de ce qui est vivant à une époque où on est envahi par, disons les écrans. On se parle beaucoup par écran interposé. Vous prenez le train et vous allez à la rencontre des personnes. Alors, vous voyez, les écrans, les réseaux sociaux, c'est merveilleux parce que sinon, nous ne nous serions pas rencontrés. Très juste. Donc, voilà, ça permet des opportunités et des rencontres fabuleuses. Mais il faut savoir lever le nez de son écran et regarder les autres et regarder ce qui se passe un peu autour de soi. Et ça, c'est fabuleux. Fabuleux. Il faut aller dans les marchés, les vides-greniers, il faut aller s'asseoir à la terrasse d'un café, juste flâner. Ça, c'est extraordinaire pour rencontrer l'autre. Parfait. Alors, il y a un peu une approche cinématographique chez vous, Sandrine. Une approche, pardon ? Cinématographique. Ah bon ? Pourquoi ? En fait, de rencontrer les gens dans des scènes, de la vie, ça fait aussi beaucoup référence au cinéma.
Écoutez, oui, peut-être. En tout cas, je ne sais pas, j'espère. Bon, on verra bien. Peut-être une adaptation. Alors, vous avez créé votre maison d'édition. Ça, Oui. c'est extraordinaire comme aventure. Comment s'y prend-on pour créer sa maison d'édition, Sandrine Billy? Alors, pour créer sa maison d'édition, il faut être très lasse, en fait. Très lasse. Et avoir juste l'envie de demeurer libre. Libre de ce que l'on veut faire. Et moi, j'avais envie de rester absolument libre. Alors, je ne dis pas que c'est facile de créer une maison d'édition, mais en tout cas, nous l'avons fait. Alors, moi, mais également plein de personnes autour de moi qui m'ont aidé. Je ne suis pas seule dans cette aventure. Mais ça nous a permis de continuer à éditer, mais également de publier d'autres auteurs qui ne peuvent pas forcément trouver maison d'édition qui accepte de publier ou du bien-être ou du développement personnel ou des contes. Parce que moi, je suis très attachée au terroir. Et les terroirs et les légendes, lorsqu'elles se rencontrent, ça peut donner des livres de contes extraordinaires. Et là, nous publions le prochain tome d'une série de livres de contes. C'est contes de la terre ou de campagne. On n'est pas encore fixé sur le titre. Voilà. C'est une liberté qui se paye cher. C'est beaucoup de travail, beaucoup de travail, beaucoup d'investissement. Oui. Mais au-delà de ça, parfois, vous savez, la liberté, ça vaut tout. Et aujourd'hui, alors je m'excuse, je vais faire une petite aparté, mais quand on voit à quel point peut-être certaines grandes maisons d'édition sont pieds et poings liés avec voilà des fauteurs de conscience, je préfère moi avoir créé ma maison d'édition. Elle est peut-être moindre, ça c'est pas très grave, mais au moins on est libre. On est libre d'agir, de publier et surtout, et je le dis, c'est pas une légende, on paye les droits d'auteur. Parce que ça, c'est du vécu, Daniel, c'est du vécu. Alors, c'est-à-dire, voilà. C'est du vécu. C'est du vécu, ça veut dire que, hélas, en tant qu'auteur, et les auteurs qui m'écoutent peut-être sont bien placés pour le savoir, il est parfois bien difficile de récupérer ses droits d'auteur. Ah, d'accord. Alors, vous aimez à travers aussi cette maison d'édition. Alors, je vous entends moins bien, Sandrine. J'ai pas bougé, vous m'entendez? Oui, je sans doute vous êtes en pleine nature, tout près de Bordeaux, donc on entend un peu la nature, mais c'est très très agréable. Oui, donc ça vous permet aussi de garder le contrôle et puis de décider de la publication de certains ouvrages. Ça doit être assez gratifiant. Oui, tout à fait. Et surtout de décider, mais là vous entendez mon coq. Mais et vous décidez. Alors de décider, je suis pas seule, certainement pas seule décisionnaire, parce que ça serait trop arbitraire. Mais on a un vrai comité de lecture, et lorsqu'un manuscrit nous interroge et nous interpelle, là pour le coup on en discute et on va en discuter. Puis de toute façon on revient toujours vers les auteurs. Voilà. Alors rappelez le nom de votre maison d'édition, Sandrine? Édition Savine. S-A-V-I-N-E, comme le prénom féminin Savine, de Wild, D-E-W-I-L-D-E. Voilà. On le notera sur notre page Facebook de Radio Rivage. Alors, vous participez bien sûr à des salons, vous avez même créé de mémoire une rencontre, un salon du livre, c'est ça, de l'Entre-deux-Mers, à Créon en 2023, salon des livres nomades. Alors voilà, je ne l'ai pas créé seule, nous sommes six écrivaines et nous avons créé le salon du livre nomade. Ça veut dire en fait que c'est un salon du livre qui se déplace de commune en commune pour amener la culture plutôt dans le milieu rural. Parce que souvent, les gens en milieu ruraux ne vont pas forcément sur Bordeaux où il y a le méga salon du livre de Bordeaux. Donc, on a décidé d'amener notre petit salon du livre de commune en commune. Et en fait, ça fonctionne très bien. Puisque là, cette année, c'était la 3e édition. Voilà, et l'année prochaine, on a été approché par plusieurs communes pour le perpétrer, ce salon. Alors, on entend le coq, ça va ravir nos auditeurs de Radio Rivage. Ça va nous changer du bruit de la mer. Là, je vous entends mal. Pourtant, j'ai pas bougé. Voilà, vous m'entendez mieux? Voilà, mais il y a quelques interférences. Mais bon, vous êtes vraiment en pleine nature. Là, vous ne pouvez pas mentir. Quelles sont vos rencontres et vos contacts avec le public lors des salons? Racontez un peu, voilà, les retours que vous avez sur vos ouvrages. Parlez-nous du public rencontré lors des salons.
Le public rencontré dans les salons, ça c'est formidable parce qu'il est très disparate. Alors, ce sont des vraies richesses de rencontres. Ça va du public plus âgé au public très jeune, en tout cas des personnes qui à un moment donné se sont senties happées, interpellées par un ouvrage, par le thème. Très régulièrement, on vient me parler, par exemple pour l'hôtel des Deux Vallées, des républicains espagnols qui eux passaient dans l'autre sens. L'Entre-deux-Mers a été une vraie terre d'accueil pour les républicains espagnols. Donc très souvent, on vient me parler de ce thème-là. Pour Violette Pinkerton, bien sûr, toutes les dames qui ont eu des mamans institutrices et autres, allez, ça revient bien sûr. Mais la jeune génération vient également me parler de Violette Pinkerton. Ça, c'est clair. Bon, la Dame de la Sauve, sur mes romans médiévaux, là, vous savez, l'époque médiévale et les chevaliers est une période qui inspire et qui plaît beaucoup. Il y a toute une mythologie, il y a beaucoup de rêves derrière associés et on adore cette période médiévale. Donc, c'est vrai que très souvent on vient me parler de ça. Et puis donc ça permet des rencontres, ça permet des mises en relation avec certaines librairies ou d'autres salons du livre ou bibliothécaires, clubs de lecture, cercles littéraires, enfin tout l'univers du livre se trouve à un moment donné représenté dans ce salon, dans les salons. Et puis alors vos ouvrages, bien sûr nous parlions de l'histoire, mais ça suppose aucun finalement prérequis, car en fait vous sensibilisez toute génération confondue aux richesses de l'histoire par des histoires personnelles qui vous permettent de faire une jolie introduction. Oui, complètement. Je mets beaucoup de moi, de mon vécu, puisque j'étais infirmière de profession première, infirmière libérale. Lorsque j'ai écrit La Dame de la Sauve, qui vraiment met en lien la médecine arabe au XIe et XIIe siècle, bien évidemment qu'en tant que soignante, on retrouve beaucoup de choses dans La Dame de la Sauve. Voilà. Mais également dans La Nuit des femmes, le dernier qui vient de sortir. Voilà, donc vous êtes diplômée. Rappelez-nous votre diplôme. Vous avez fait des études de médecine. C'est la faculté libre de médecine et d'ethnomédecine. Pour faire simple, c'est en 2 ans, c'est différents modules. Bien sûr, on n'est pas médecin, entendons-nous bien, mais on maîtrise l'art de soigner avec ce que l'on a. Je vais faire simple, je synthétise, avec ce que l'on a sur place. Oui. Voilà. Si sur place on a, je dis n'importe quoi, la plante, un mélaleuca ou autre, qu'on ne va pas trouver en Europe, mais qu'on l'a par exemple sur Madagascar, on va apprendre à soigner avec cette plante-là. Oui. Voilà, c'est ça, l'ethnomédecine. C'est le lien et la relation qu'il peut y avoir avec la faune et la flore du pays dans lequel on est. Oui, donc en fait, votre travail d'écrivain, d'éditrice est aussi en lien, il y a une unité avec ce que vous êtes et aussi l'importance pour vous du lien avec les autres. Exactement, ça c'est très très important. Oui. On ne peut pas. De toute façon, on peut pas vivre, à mon avis, seul et encore que quelle paix. Mais de toute façon, on a besoin de savoir et de connaître pour avancer. Oui, savoir et connaître pour avancer. Voilà une jolie conclusion à notre interview champêtre. Nous avons le plaisir. Coco, le coq. Mon coq. On l'a entendu, super. Sandrine Billy, merci beaucoup pour vraiment cette fraîcheur et puis cette interview champêtre, pleine nature pour nos auditeurs de Radio Rivage. Merci du temps que vous nous avez consacré. Merci à Marie-Noël et à Caroline qui m'ont aidé à préparer cette interview. Je remercie Bertrand pour le son, la technique, le montage et qui m'accompagne à chacune de mes émissions. À très vite, chers auditeurs de Radio Rivage. Merci beaucoup, Sandrine Billy. Mais c'est moi qui vous remercie et merci à tous les auditeurs. C'était Au fil du lien, une émission animée par Daniel sur Radio Rivage.